On a un État qui, sur le papier, reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais qui rejette catégoriquement toute procédure de réparation pour les victimes de celui-ci, lorsque ce même État s'est prodigieusement enrichi grâce au commerce triangulaire. Bonjour à toutes et à tous, cette deuxième partie de la série « Les origines de la négrophobie française » portera sur l'incapacité de l'État français à assumer sérieusement son passé colonial, ainsi que la banalisation et la tolérance d'un racisme systémique. Pour ceux qui découvrent cette série, je vous invite à visionner la première partie qui s'affiche juste ici. Le 17 juin 1989, en France, l'Assemblée nationale se réunit pour la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On y retrouve l'article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Petit aparté. Il est important de préciser que la première déclaration des droits de l'homme au monde a vu le jour en Afrique de l'Ouest en 1222. Il s'agit de la charte du Mandé, prononcée lors de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali. Le 4 février 1794, décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Le 20 mai 1802, l'esclavage est rétabli par Napoléon Bonaparte, qui mène une forte répression dans les colonies françaises. Par un décret du 27 avril 1848, l'esclavage est officiellement aboli. Une abolition qui, rappelons-le, est loin d'avoir été un geste de philanthropie instigé entre autres par Victor Schœlcher. Nous devons cesser d'être naïfs. Vous savez, les deux raisons pour lesquelles l'esclavage a été aboli sont la multiplication de révoltes d'esclaves vis-à-vis de leurs maîtres n'étant plus en sécurité, et le passage à l'industrialisation des pays esclavagistes nécessitant une nouvelle forme de main-d'œuvre. Le 30 avril 1849, adoption d'une loi qui fixe le montant des indemnisations versées aux colons. Les anciens propriétaires d'esclaves reçoivent l'équivalent de 4 millions d'euros de réparation, soit 126 millions de francs. Le 10 décembre 1948, 58 États membres, dont la France constituant l'Assemblée générale, vont adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. On y retrouve notamment l'article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article 3. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. L'article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Ou encore l'article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 10 mai 2001, adoption de la loi dite Taubira, qui sera promulguée le 21 mai 2001 et qui tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Concernant les discriminations, le 13 juillet 1990, dans le Code du travail, y figure la loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Article 1er. Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. On a également la loi du 27 mai 2008 que l'on retrouve dans le journal officiel de la République, portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations. En 2009, le musée d'Aquitaine à Bordeaux ouvre des salles permanentes dédiées au commerce atlantique et à l'esclavage. Le 25 mars 2012, inauguration du mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes. Le 3 août 2017, article figurant dans le code pénal, la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. À travers cette chronologie, on constate de la part de l'État français une volonté de combattre l'injustice en créant des lois contre l'esclavage, les discriminations et s'érigeant en tant que nation instigatrice des droits de l'homme, ainsi qu'un désir de participer au devoir de mémoire de ce crime contre l'humanité, notamment à travers la construction sur le territoire français et d'outre-mer de mémorials et musées. Une démarche noble et honorable, cependant dans les faits. Ces principes, ces valeurs, ces initiatives répondent-elles réellement aux problématiques que rencontrent les Français d'origine africaine? C'est ce que nous allons tenter de mettre en évidence. La France se retrouve prise au piège de ses propres incohérences et cela ne fait que croître avec le temps. Effectivement, de nombreux paradoxes sont observables. On a un État qui, sur le papier, reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais qui rejette
catégoriquement toute procédure de réparation pour les victimes de celui-ci lorsque ce même État s'est prodigieusement enrichi grâce au commerce triangulaire. On a un État qui s'efforce tant bien que mal de s'inscrire et de participer au devoir de mémoire en finançant commémorations, mémorials, musées à travers l'Hexagone, mais qui est incapable de reconnaître formellement son rôle et son implication dans la traite négrière en intégrant, en enseignant et en traitant sérieusement l'histoire de l'esclavage et de la colonisation dans les programmes de l'éducation nationale. On a un État, acteur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défenseur de la dignité humaine, d'universalisme, de respect, d'équité, de justice, mais qui est curieusement incapable, ne serait-ce de restituer l'ensemble des œuvres d'art injustement pillées au peuple d'Afrique durant la colonisation. À noter que le musée du Quai Branly compte à l'heure actuelle près de 70 000 œuvres d'art africains. Malgré des lois établies et promulguées contre toutes les formes de discrimination, on a un État témoin depuis maintenant plusieurs décennies d'une négrophobie décomplexée dans les médias. Une négrophobie manifestement tolérée, car en effet, aucune mesure coercitive n'est appliquée à l'encontre de ces auteurs. C'est ainsi dans ce pays. Lorsqu'il s'agit de dénigrer, d'insulter publiquement l'homme et la femme noire, tous les dérapages sont permis. Cela en devient même un outil de communication, de promotion, permettant de faire la une de l'actualité et des tabloïds pendant quelques jours. On peut ainsi constater dans différents domaines et à tous les niveaux de la société française ce racisme systémique. Dans le sport, dans la politique, sur les plateaux télé, dans la police nationale, dans l'armée, dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation nationale, de la justice, dans l'industrie musicale. Et cette liste est loin d'être exhaustive, loin de toute fiction ou victimisation. Vous connaissez de toute manière mon état d'esprit. Mais c'est un constat, et il n'y a aucun complexe à avoir à le poser. Dans tous les domaines précédemment cités, tous autant que nous sommes, avons l'embarras du choix en termes d'exemples de dérapage illustrant ce racisme systémique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent se prêter à l'exercice, je vous laisse le soin, en commentaire, de choisir le domaine de votre choix et d'indiquer l'acte négrophobe qui vous revient à l'esprit. En guise de conclusion, je dirais que l'État français, certes, en théorie, est rempli de bonne volonté, mais qu'il doit désormais cesser de se voiler la face et assumer davantage, à l'instar de ses voisins britanniques et outre-Atlantique, son passé colonial. En prenant de réelles mesures de reconnaissance, de réparation et d'indemnisation, comme cela a naturellement été le cas concernant cet autre crime contre l'humanité dénommé la Shoah. Au-delà du somptueux slogan « Liberté, égalité, fraternité », la réalité palpable du terrain nous démontre que la France est un pays profondément conservateur dans sa tradition. Qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore prêt à accepter et considérer le français issu de l'immigration sans aucune distinction. Voici la raison pour laquelle cette négrophobie est paradoxalement combattue et tolérée. Les stigmates de l'esclavage et de la colonisation sont responsables de la perception que l'on a de l'homme ainsi que de la femme noire. C'est cette même perception nourrissant l'inconscient collectif qui engendre ce refus d'accepter par exemple l'idée qu'un Français d'origine maghrébine ou subsaharienne soit élu comme président de la République. Faites un micro-trottoir sur cette éventualité, les réactions seront très révélatrices. Ceci étant dit, quel doit être le positionnement des Noirs de France? Ces individus légitimement français, nés sur le sol français, de nationalité française, qui participent à l'économie de ce pays, mais qui ont des origines étrangères, une épiderme plus ou moins basanée, des traits de visage, un prénom, un nom à consonance africaine. Comment évoluer dans cet environnement tout en préservant sa dignité? Abonne-toi et active la cloche pour recevoir la notification du 3e et dernier épisode de cette série. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. Nous avons atteint la barre des 1000 abonnés en l'espace de 2 mois. Cela démontre l'intérêt que vous portez à mon travail. Que le message passe, que les esprits restent concentrés. La mascarade est terminée. Black Spirit.